Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce que j'étudie sur les questions de tirage au sort, c'est que ça remet en cause un peu la rhétorique enchantée de l'élection. Ah, avec l'élection, c'est la souveraineté du peuple qui s'exprime. Déjà, les gens, on le sait, ne lisent pas les programmes. Ensuite, on sait que le vote principal, notamment pour Macron, il y a des études assez précises qui ont été faites là-dessus, c'est avant tout un vote de rejet contre le reste, et surtout Le Pen, plutôt qu'un vote d'adhésion. Il y a très peu de personnes qui étaient convaincues par son programme, par exemple. Déjà, ils ne l'ont pas lu, mais ne serait-ce que par ses propositions et par sa personne. Et puis, ça pose un problème aussi, puisque le taux d'encartement dans les partis politiques pour tout l'électorat français, c'est dans les 3%. C'est un peu problématique de se dire que les gens qui vont produire l'offre politique pour l'intégralité d'une population, c'est moins de 3% de l'électorat, même pas de la population. Et ensuite, dans ces 3%, le militant de base ne contribue pas à l'efficacité d'un responsable de parti. Je pense que ça pose un problème démocratique intéressant quand on dit la domination des 1% sur les 99%. Bah, dans l'offre politique, il y a des professionnels de la politique qui font l'offre politique. Et ensuite, voilà. Donc, avoir des mécanismes un peu différents de démocratie participative, délibérative et directe, ça permet de diversifier un peu plus ça. Et puis ensuite, l'élection, c'est l'inverse du vote. C'est le transfert de votre droit de vote à quelqu'un d'autre, qui lui va l'exercer et qui lui va voter sur différentes lois qui ensuite vont pas vous faire plaisir. Il n'y a pas de mandat impératif, ni même semi-impératif, ce qui fait que je peux vous promettre que je ferai un programme extrêmement social, que je ne toucherai pas aux retraites, comme l'avait dit Sarkozy par exemple, etc., que je ne signerai pas le traité d'austérité avec Merkel, comme l'avait dit Hollande, et puis ensuite, le moment de mes élections, après les élections, je fais l'inverse de ce que j'ai dit. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun mécanisme. À l'heure actuelle en France, c'est ça qu'il faut quand même se réaliser si on essaie d'aller jusqu'au bout, c'est possible d'avoir une personne qui est élue avec, alors que, allons jusqu'au bout, 80% d'abstention, 10% de vote blanc, et puis 30 candidats. Une personne est élue, donc avec une minorité absolument faible. Cette personne-là est élue sur un programme qui dit je vais faire du social, je vais défendre les droits des minorités, etc. etc. Et cette personne fait exactement l'inverse le lendemain même de son élection. C'est possible. Voilà, ça c'est la situation en France à l'heure actuelle. C'est tout à fait possible. On me dira bah non, ça n'arrive pas, etc. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre Constitution. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre Constitution. Donc du coup, dans les faits, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et du coup, voilà, je pense que repenser aussi le fait de se dire... mais c'est aussi ça que fait le RIC, c'est-à-dire qu'en posant la question du RIC, on pose la question constituante, on pose la question de la structure. Et c'est formidable parce que moi, j'avais aussi été présent à Nuit debout à plusieurs reprises, et c'était intéressant parce que les Gilets jaunes et Nuit debout ont une évolution à la fois similaire et à la fois aux antipodes. Ça commence par une revendication très précise. Nuit debout, c'est la loi travail, la loi El Khomri. Les Gilets jaunes, c'est la hausse du prix de l'essence. C'est une revendication très sectorielle. C'est une loi antisociale. De toute façon, même si vous réussissez à la supprimer, il y en aura d'autres. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. C'est se battre. C'est ce qu'ils appellent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Éventuellement, mais c'est se battre contre. Enfin, c'est tenter d'arrêter l'eau, quoi. Enfin, d'arrêter l'océan en mettant votre main. Donc, vous bloquez celle-là, il y aura une autre loi équivalente qui va passer, le CICE, l'augmentation du CICE, etc. Il y aura d'autres choses. Donc, une loi sectorielle, la loi du travail, la hausse du prix de l'essence. Puis ensuite, ça commence à se diversifier. Pour Nuit debout, on commence à parler de la politique néocolonialiste de la France, du rapport à l'environnement, des limites de la nature, du droit des personnes homosexuelles, transgenres, etc., etc. Mais ça commence à partir un peu dans tous les sens. Et il y avait un observateur qui avait noté qu'après un discours d'un militant de Nuit debout disant il est temps de faire la jonction avec les quartiers populaires, il est temps de s'allier avec les syndicats, de faire une grève générale, de commencer à bloquer le pays pour peser dans le rapport de force, la prise de parole suivante était moi je viens pour former un club backgammon, une commission backgammon, ça intéresse quelqu'un. Et il disait voilà, c'est à la fois la beauté de Nuit debout, la liberté totale de parole retrouvée, et en même temps son inefficacité in fine. Et donc Nuit debout commence à se diversifier et n'arrive pas à retrouver de l'unité, à retrouver une proposition unitaire qui soit forte. Et les Gilets jaunes donc, commencent sur une revendication encore plus minime, la hausse du prix de l'essence, commencent à se diviser mais beaucoup moins, donc l'ISF, le SMIC, la TVA sur les produits de première nécessité, etc. Donc des choses intéressantes, orientées sociales, mais ça commençait à faire une liste au Père Noël, quoi. Et hop, ils ont retrouvé l'unité, ça veut dire le RIC. Ils ont réussi à dire, bon en fait, tous ces débats, tous ces enjeux, on pourra le faire passer, non pas comme une liste au Père Noël donnée à notre papa en disant « s'il te plaît papa, on a été sage » ou alors « on a brûlé ta voiture, donne-nous ça », mais en disant on pourra le faire passer nous-mêmes. On pourra le faire passer nous-mêmes si on a le RIC. Et du coup, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, le mouvement trouve de l'unité. Elle aurait pu se diviser. On aurait pu dire moi, ce qui est important pour moi, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est la protection de l'environnement. Il y aurait pu avoir cette division. Et finalement, avec un truc qui est une réflexion sur la Constitution, sur la structure même du système,
on a une réflexion qui peut fédérer, puisque les écologistes vont se dire, après tout, là, la pétition, l'affaire du siècle, elle a franchi des millions de signatures très rapidement, donc en fait, si on avait un système d'initiative, on pourrait proposer des mesures écologiques par ce biais-là, très bien. Les gens qui veulent du social se disent, c'est très impopulaire, les mesures antisociales, on pourra les faire passer, etc., etc. Et du coup, vous pouvez avoir à nouveau une fédération beaucoup plus unie autour d'une proposition qui n'est pas une proposition de loi sur un enjeu précis, mais qui est une proposition de changement de structure, et donc de changement de système en fait. Et là-dessus, il y a quand même un certain nombre de risques pour le RIC. L'une d'elles, c'est l'influence de l'argent dans les campagnes. Et là-dessus, je pense que c'est assez intéressant de se pencher sur ce que fait Julia Cagé autour du système, parce que c'est l'influence de l'argent dans les élections. Voilà. Vous dites, ça coûte cher finalement le RIC, faire passer une idée, il faut de l'argent. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on voit en Suisse. L'UDC, qui est l'équivalent du Front National, plus ou moins, un parti que j'appellerais pas, moi, populiste, parce que si je suis d'assez près l'analyse de Jacques Rancière là-dessus, le populisme, c'est une façon de disqualifier le peuple. Et l'inverse du populisme, c'est l'élitisme. Mais si l'UDC, en tout cas, qui est un parti d'extrême droite, et je pense que ça ne sert à rien de faire un cadeau à l'extrême droite et aux xénophobes en leur donnant un label un peu moins disqualifiant, qui est populiste, oui, finalement, populiste, populaire, pourquoi pas. Alors qui représente le peuple. Alors qu'en les appelant xénophobes ou d'extrême droite, et c'était le cas, il y avait un débat très intéressant avec Federico Tarragoni, et son interlocuteur disait « Ah oui, en Autriche, les partis populistes ». Il disait « Mais le parti dont vous parlez, c'est un parti néo-nazi. Pourquoi vous l'appelez populiste? C'est un parti néo-nazi, il ne faut pas dire autre chose que néo-nazi. » Bon, donc je reviens. L'UDC, qui est un parti d'extrême droite, a énormément d'argent, il a été fondé par des gens extrêmement riches, et donc peut se payer des ads sur YouTube quand il lance une initiative, des grands posters dans la gare de Lausanne, un peu partout, des beaux flyers en papier glacé dans votre lettre que je reçois, parce que moi j'habite à Lausanne l'essentiel du temps. Donc l'influence de l'argent, c'est intéressant, et ça se pense, et je pense que là-dessus, c'est pas une spécificité du RIC, il y a le même problème dans les élections. Aux États-Unis, c'est des millions et des millions et des millions de dollars que chaque sénateur, représentant, président, c'est encore pire, doit essayer de retrouver. En fait, il y a des collègues qui ont travaillé directement au Parlement américain qui m'ont dit mais l'essentiel du temps qu'on passe, c'est pas sur les lois, c'est pas à discuter avec notre circonscription, c'est à essayer de trouver des fonds pour la prochaine campagne. Ça nous prend tout notre temps. Et après, il y a des jeux d'influence, bien sûr. Si vous avez reçu un gros chèque de Total, est-ce que vous allez voter une loi contre l'extraction pétrolière et le développement des énergies renouvelables? Je ne suis pas sûr. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Dans le RIC, il y a le même problème. Donc je pense qu'il faut penser les conditions de limite de l'influence de l'argent pour que ce soit pas un système plutocratique. Il y a les questions d'égalité du temps médiatique, qui est en train de se faire déchirer en France par une réduction de plus en plus ridicule du temps d'égalité entre les candidats lors de la présidentielle. Et déjà, c'est minime, mais c'est une question qui se pose. Et puis, même après de ça, aussi, il y a la question plus générale du système médiatique. Parce que si une initiative a été décriée avant même qu'elle soit lancée, si on sait qu'il faut répéter, mais de toute façon, les grands entrepreneurs, ils investissent, sinon ils partent, ce qui est faux. Hein. Il y a des analyses, notamment Thomas Porcher, qui montrent que c'est des conneries. Et du coup, la population n'est pas prête à ça. Et c'est ce que montre aussi Chomsky. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une idée qui est appuyée empiriquement, mais dont les gens n'ont jamais entendu parler, il vous faut beaucoup plus de temps pour expliquer aux gens que c'est pas stupide. Alors que ce qu'ils entendent répéter à longueur de journée, au bout d'un moment, parfois, ça finit par rentrer. Donc il y a toutes ces questions-là. Il y a la question de la récolte des signatures. Selon qu'elle soit digitale ou pas digitale, ça va changer des choses. Et puis, il y a la question des limites. Il y a plein de questions en fait qui se posent. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est que en posant ces questions-là, on ouvre à nouveau les possibles. On peut se poser ces questions-là. C'est plus le there is no alternative, le TINA, il n'y a pas d'alternative. De toute façon, vous ne pouvez rien, etc. Et enfin, on se dit, ah bon, alors, si jamais je veux changer mon pays et ma constitution, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bien? Et cet acte-là, cet acte constituant, cette prise de conscience du fait qu'on peut changer notre système politique et qu'on n'est pas condamné à rester dans la Ve République, et Dieu merci, de toute éternité, c'est formidable. Enfin, je trouve ça absolument formidable parce que c'était très déprimant. Moi, j'étais à Athènes pour une conférence le jour même où le Parlement grec, après la reddition de Tsipras, avait décidé d'appliquer un mémorandum qui était encore plus violent que les précédents. Encore plus antisocial, encore plus à droite, encore plus austéritaire, après un référendum qui n'a pas été respecté. Hein. Et les collègues ne comprenaient pas, ils disaient mais enfin c'est tellement bizarre, Syriza on y a cru, pourquoi ça change pas, etc. Et mon analyse donc qui était sur les comparaisons entre système d'élection, système de tirage au sort, c'était mais
ne haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu, changez les règles du jeu, parce que le jeu a été fait, a été inventé, a été pensé pour ne pas être démocratique. Donc vous n'allez pas gagner. Vous allez gagner à partir du moment où la règle qui dit que quand vous passez sur telle case, vous allez en prison et le peuple ne peut jamais se prononcer sur rien, et que si le peuple prend une décision qui ne convient pas aux élites, les élites lui referont voter ou s'asserront sur sa décision, ça ne peut plus exister. Vous changez les règles, à partir de là, vous avez une chance de gagner. Sinon, vous ne gagnerez jamais. Donc en fait, si je comprends bien à travers tout ce que vous venez de dire, en demandant le RIC, les Gilets jaunes demandent en fait la démocratie. C'est ça. Je caricature peut-être, hein, mais... Alors après, voilà, demander le RIC, c'est demander une forme de pouvoir direct au peuple, qui a été niée en France, et ça explique à mon avis l'accès de la revendication. Après, il faut quand même se méfier, il ne faut pas croire qu'un outil tout seul, sans le reste des détails, qui peuvent sembler insignifiants, mais en fait, le diable est toujours dans les détails, suffit. Un outil, ça peut être à double tranchant, et du coup, un RIC où, je vous ai dit, il y a un seuil trop haut, c'est inutilisable, ou le délai pour récolte des signatures est trop court, c'est inutilisable. Un RIC comme ce qu'ils ont en Italie, qui peut concerner plein de sujets, mais pas les enjeux budgétaires, ça limite le champ d'application, etc. etc. Donc, je pense que le RIC, c'est une réflexion super intéressante qu'il faut continuer à avoir, mais il faut se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'avoir un RIC avec des taux de signature importants, avec pas de contrôle d'égalité de temps de parole, avec une influence de l'argent illimitée, qui fait que des lobbies puissants, fortement argentés, etc., pourront mener leur campagne de RIC et en fait n'auront même plus besoin de faire de lobbyisme auprès des hauts fonctionnaires et des élus, puisqu'ils pourront lancer leur RIC, acheter l'influence par l'argent, etc. Cela dit, c'est quand même un acte très intéressant au niveau démocratique, puisque ça réaffirme que le pouvoir est au peuple. Ça réaffirme que, in fine, quand le peuple se prononce, c'est ça qui doit compter, et qu'il n'y a pas une autorité supérieure à celle du peuple, un kratos supérieur, qui serait détenu par une petite minorité de gens, fussent-ils élus par une minorité d'électeurs. Cette république monarchique, en fait, actuellement en place. Je vous remercie, Dimitri Courant, pour cet entretien très riche. J'espère que nos spectateurs ont été plus éclairés sur cette question du RIC assez complexe et on continuera à suivre ça de près puisqu'à mon avis, ça risque, on l'espère en tout cas, de bouger dans les jours, dans les mois qui suivent. Merci beaucoup. Merci.